Bon matin, bonjour tout le monde, bienvenue à notre café rencontre en compagnie du docteur Éric Simard. Bonjour Éric. À chaque fois que je te dis bonjour, c'est quand tu es en train de prendre ta gorgée de café. Ça va Bon bien, matin, Éric? José. Donc, Éric, on va être totalement dans ton champ de recherche ce matin parce que tu es docteur en biologie, mais chercheur également sur le vieillissement. Et on va parler du quotient de longévité. Et j'aime ça. Et des secrets de la nature pour vivre centenaire. Oui, José, en fait, écoute, effectivement, c'est un sujet qui me passionne. C'est le quotient de longévité. Probablement que vous n'avez jamais entendu parler de ça. C'est que dans le monde vivant, la meilleure des corrélations qu'on a avec la longévité des organismes, surtout du côté des mammifères, en fait, c'est le poids. Donc, plus un organisme est gros, plus il va vivre longtemps. Oh! Ouais. Il y a des raisons biologiques. Ça ne s'applique pas à la grosseur des humains en passant. Ça ne marche pas comme ça. OK. J'attendais la suite. Non, ça ne marche pas. Comme par exemple la différence entre une souris et un éléphant. Mais ce qui est intéressant, cependant, c'est que quand on regarde tout le monde vivant au complet puis qu'on trace une belle droite, on a une belle corrélation. C'est ce qu'on appelle le quotient de longévité. Mais il y a des organismes qui vivent plus longtemps puis il y en a qui vivent moins longtemps. Et quand on regarde ces organismes-là, on est capable d'apprendre beaucoup de choses sur les raisons de la longévité, autant quand on regarde ceux qui vivent moins longtemps que ceux qui vivent plus longtemps. Mais il y a un élément, cependant, dans le monde de la recherche qui est à souligner dans ça, qui est très fort intéressant, c'est qu'en recherche, on utilise beaucoup la souris puis le rat en laboratoire pour faire toutes sortes de tests sur la longévité. Oui. Bon, parce qu'aussi, c'est des organismes qui vivent à peu près 3 ans. Et la souris puis le rat, ils ont des quotients de longévité négatifs. C'est des organismes qui vivent moins longtemps que la moyenne pour des organismes de leur taille en tant que tel. L'humain, lui, a un quotient positif. On est à un peu plus que 4. On vit à peu près un peu plus que 4 fois plus longtemps même que des organismes qui auraient notre poids. On a juste à penser, entre autres, même bon, il y a beaucoup comme par exemple, de très, très gros chiens qui vont avoir un poids pratiquement similaire à un humain et pourtant, ils vont vivre juste 15 à 18 ans. Dans la majorité, habituellement. Oui. Nous, on va être capable de vivre au moins 80 à 100 ans. Donc, ça donne un ordre d'idée. Puis même à ça, Éric, avec les années, là, ça a augmenté notre espérance de vie. Tu sais, si on recule 100 ans, si on recule même, ça a vraiment changé. Là. En fait, c'est l'espérance de vie moyenne qui augmente. L'espérance de vie maximale n'aurait pratiquement pas changé. Ah! Ouais. En fait, Jeanne Calment, là, qui est la doyenne de l'humanité, qui a vécu le plus longtemps, il n'y a personne qui a battu son record, mais on sait que les environs de 120 ans sont l'espérance de vie maximale humaine, n'aurait pratiquement pas changé non plus avec le temps. C'est l'espérance de vie moyenne qui augmente, puis elle a augmenté en grande partie due à la baisse de la mortalité infantile. Avant les années 60, José, on avait un enfant, on avait la moitié, 50% des enfants qui n'atteignaient pas l'âge de 10 ans. Capoté. Quand on pense à ça, c'est complètement capoté. Pour revenir à ce que je te disais pour le quotient de longévité, à quoi ça sert en tant que tel? Ça nous sert à comparer des animaux qui, souvent, on va aller chercher des animaux qui ont des quotients de longévité très élevés pour comprendre comment ça se fait qu'ils vivent beaucoup plus longtemps que des animaux comparables. Et dans ça, on a entre autres le ratopnu, qui est vraiment particulier, qui va vivre entre 8 à 10 fois plus longtemps qu'un organisme de sa taille. C'est énorme, là. Et ce qui est stupéfiant dans le cas du ratopnu, c'est que si on faisait un parallèle avec l'humain, c'est comme si chez l'humain, on était capable d'atteindre l'âge de 90 ans sans pratiquement aucun signe de vieillissement, avec les capacités d'une personne de 30 ans environ. Wow. C'est exactement ça. Le ratopnu va atteindre l'âge de 28 ans sans avoir pratiquement aucun signe de vieillissement. Tu n'es pas capable de différencier les plus âgés des plus jeunes, en fait, dans la colonie. Il va maintenir toutes ses capacités. Il est encore capable de se reproduire de la même façon en passant. C'est comme si on atteignait l'âge de 90 ans en étant capable de se reproduire. Puis là, on dégénérerait assez rapidement, finalement, là, pour mourir aux environs de 100 ans. On aurait un peu, si on veut, le même pattern qu'un ratopnu. Je vais montrer aux gens, là. C'est pas très beau, hein, par exemple? Non. C'est ça, un ratopnu. En fait, quand on fait en biologie comparative, souvent, quand on regarde des quotients de longévité, en fait, on utilise ce qu'on appelle la biologie comparative. C'est qu'on va comparer deux types d'organismes ensemble pour voir expliquer, en fait, leur longévité.
Ben, le râteau-tenu, c'est un organisme, c'est le seul de sa lignée qui existe encore aujourd'hui. Il vit dans des terriers de 7 à 8 pieds de profondeur, en fait, dans la terre. Puis il y a un autre type de râteau, si vous voulez, mais qui n'appartient pas au même genre, en fait, vivant. Là. Donc, lui, il a évolué différemment d'un autre groupe qui existe aussi, qui vit dans des terriers, puis qui vit aussi plus longtemps. Est-ce qu'on s'est rendu compte de façon étonnante, en fait, c'est que ces râteaux-là, une des raisons qui explique leur très grande longévité, c'est leur résistance à la baisse de CO2, à la baisse d'oxygène, excusez, et à l'augmentation du CO2. C'est des animaux qui sont pratiquement capables de vivre en hypoxie, à un point tel, en fait, là, qu'on leur coupe l'oxygène. Une souris, on coupe l'oxygène à 5 %, elle va mourir dans les 15 prochaines minutes. Un râteau-pneu, tu coupes l'oxygène à 5 %, puis tu ne verras même pas de différence sur sa façon de se déplacer, d'agir, de bouger. C'est comme s'il était complètement résistant à la baisse d'oxygène. À un point tel que tu peux même l'asphyxier, coupe l'oxygène, il va tomber dans les pommes, puis tu peux le laisser comme ça même, là, une quinzaine de minutes, tu y ramènes l'oxygène, puis il s'en remet à vivre, puis il va redécoller. Ah, c'est épatant. Ils se sont adaptés à la vie dans les terriers, mais ça leur a amené aussi une capacité de résistance au cancer, à plein de types de maladies. Ils n'ont pas de maladies dégénératives, en fait, au niveau du cerveau non plus, ces organismes-là. Donc, c'est sûr qu'en recherche, c'est extrêmement intéressant de comparer les organismes qui vivent très longtemps de ceux qui vivent moins longtemps pour essayer d'apprendre justement des différences, comment on peut les utiliser, entre autres, en santé humaine. Puis, tu dis que plus que l'organisme est gros, plus l'espérance de vie est intéressante. Ça veut dire que l'éléphant, c'est pas mal ce qui représente ce qu'il y a de plus gros là, chez les animaux. Il y a une incidence là? Oui, ben, le plus gros encore, c'est la grande baleine boréale qui va atteindre 200 ans. La grande baleine boréale, c'est un mammifère. Elle va atteindre 200 ans, puis ils ont déjà observé dans la nature des spécimens femelles à 90 ans qui est encore capable de se reproduire. C'est comme s'il y avait carrément le double, en fait, de la longévité humaine. Ce qui est très intéressant dans le cas autant de la baleine que de l'éléphant, c'est qu'il y a un biologiste, là, un chercheur, puis là, l'année, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est dans les années 1850, ça date d'il y a très longtemps, en fait, qui avait observé que normalement, plus l'organisme est gros, plus l'incidence du cancer devrait être élevée. Parce que les risques qu'il y ait une cellule qui se dérégularise, en fait, ou qui vienne qu'avoir une perte d'homéostasie qui fait, en fait, qu'il y a un développement anormal au niveau cellulaire, plus tu as de cellules, plus statistiquement, tu risquerais de développer des cancers. C'est le contraire de ce qu'on observe. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a des très gros organismes comme l'éléphant, justement, qui a très peu de cancer, à peu près pas, en fait. Et le scientifique qui avait observé ça à l'époque, on a donné son nom, en fait, il s'appelle Pitos. On a donné son nom, en fait, à cette observation-là, qui par la suite a été expliquée d'un point de vue biologique. Mais si on prend le cas de l'éléphant, c'est intéressant de le savoir, c'est que quand on a chez les mammifères un mécanisme de défense contre le cancer qui s'appelle la protéine P53, TP53. Bon. La protéine P53, en fait, c'est un mécanisme de défense contre le cancer qui fonctionne terriblement bien, qui est très efficace, qui est dépendant de l'activité de nos mitochondries en passant. C'est la mitochondrie qui stimule le mécanisme P53, c'est ce qui est un peu particulier. Et la mitochondrie qui est nos usines énergétiques de nos cellules. Chez l'éléphant, en fait, la séquence en tant que telle, la protéine P53 est dupliquée. Le même gène, en fait, dans leur génome, ils l'ont, je pense, c'est 18 fois. C'est 15 ou 18 fois, en fait, en copie. Ils ont plusieurs copies de ce gène-là pour augmenter tout simplement l'efficacité de la défense contre le cancer, pour éviter qu'un très gros organisme développe des cancers. C'est la même chose pour la baleine, en fait. Ils ont développé aussi des stratégies anti-cancer qui est moins connue du côté de la baleine. On comprend moins comment ça marche. Mais tous les gros organismes ont développé des meilleurs mécanismes de défense contre le cancer. Pour justement pallier au fait qu'on a beaucoup plus de cellules, on a plus de risques de développer des cancers, tout simplement. Mais tu m'allumes sur quelque chose, parce que je dois t'avouer que je n'avais jamais pensé à ça, qu'un éléphant, ça pouvait avoir un cancer. Mais leur type d'alimentation, ça a-tu un impact sur leur santé, eux autres aussi, là, en fait, les animaux, sûrement? Oui, sûrement aussi, ça va de soi. Hein? C'est comme tantôt. Eux autres, ils n'ont pas d'aliments transformés, ils n'ont pas de sucre, ils peuvent jeûner de temps en temps. C'est sûrement que ça fait une différence.
Oui, oui, ça a sûrement une différence. En fait, ça, souvent, on le voit entre le taux de mortalité qu'on a dans la nature versus le taux de mortalité qu'on a en captivité. Souvent, on a des organismes qui, dans la nature, par exemple, vont vivre une vingtaine d'années, puis qu'en captivité, ben bingo, ils vont vivre 30 ans ou 35 ans. Puis souvent, la différence vient de la qualité de l'alimentation ou de l'accès à l'alimentation. C'est pas parce qu'ils sont dans la nature qu'ils mangent nécessairement bien ou qu'ils mangent nécessairement à leur faim ou ce qu'ils devraient manger en tant que tel. OK. Tu sais, des fois, ils se ramassent à OK. manger ce qu'ils peuvent, tout simplement, là. OK. Mais c'est sûr que ça a des impacts. Puis c'est un autre élément qui parfois est regardé, en fait, euh, pour essayer de se demander si dans leurs habitudes de vie, il n'y a pas une autre raison que leurs adaptations biologiques qui pourraient expliquer tout ça. Mais c'est rare qu'on trouve dans l'environnement en tant que tel OK. une raison à ces éléments-là. Normalement, ça vient des mécanismes cellulaires. Puis si on se ramène ça à nous, l'humain, une façon d'accroître justement notre longévité, c'est un peu ça, là, ce qu'on discute régulièrement ensemble, couper le sucre, le jeûne, ça peut évidemment être un outil majeur, là. Oui, bien, quand on. Bon, ce matin, on parlait de quotient de longévité, hein, puis de biologie comparative. Quand on regarde tous les organismes qui vivent longtemps, il y a différents patterns, différents profils, si on veut, qui expliquent la longévité. Il y a des choses qui sont uniques à certains organismes qui sont très particuliers, comme le cas de la défense du cancer de l'éléphant. Mais il y a des choses qui font l'unanimité. Puis dans ça, il y a justement la réponse à l'IGF-1. En anglais, c'est insuline growth factor 1. En fait, hein, c'est une molécule qui est une quasi-hormone, si vous voulez. C'est relié à l'hormone de croissance. Ça régule la croissance dans le corps humain. Et je vous ai déjà expliqué, en fait, hein, que dans les organismes vivants, entre autres tous les mammifères, la croissance est reliée à la vitesse de vieillissement. Plus on se développe rapidement, comme une souris, plus on vieillit rapidement, moins on va vivre longtemps. Une souris ne vit pas plus que 3 à 4 ans. Ben, c'est vrai pour tout le monde vivant, ce que je viens de dire là. En fait, la vitesse de développement est terriblement importante. C'est une des façons d'augmenter la longévité, c'est de ralentir la vitesse de croissance, de ralentir la poussée de l'organisme à vieillir. Puis il y a des organismes qui sont capables de le faire de façon, comme le rat-au-penu que je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Lui, il stoppe la croissance de ses cellules avant d'atteindre un certain niveau de croissance qui cause des dysfonctions cellulaires. C'est étrange, en fait. C'est qu'il est capable d'arrêter sa poussée de l'organisme de croissance, chose qu'on ne fait pas nous autres chez l'humain ou que la majorité des organismes ne font pas en tant que tel. Mais tout ça, pour revenir à l'IGF-1, étant donné qu'il est très central, en fait, dans la poussée de croissance puis dans la poussée de vieillissement, ben, on se rend compte chez les organismes qu'on trouve des mutations, tout simplement, qui font en sorte que soit les organismes en produisent moins en provenance de leur foie, c'est le cas chez le rat-au-penu. En fait, il va produire moins d'IGF-1. Soit ils ont des récepteurs différents à l'hormone de croissance qui font en sorte que l'organisme va moins se développer. On voit ça, en fait, chez les petites espèces de chauves-souris. Les chauves-souris ont des quotients de longévité. Il y a certains types de chauves-souris. Il y a plusieurs familles, en fait, qui ont des quotients de longévité beaucoup plus élevés que la normale. Puis pourtant, c'est un organisme qui a un métabolisme très, très élevé. Fait que normalement, en biologie, on aurait eu tendance à penser que ces organismes-là, étant donné qu'ils produisent plus d'oxydation, vont mourir plus jeunes parce qu'ils vont user plus rapidement. L'oxydation étant, si on veut, la rouille du monde vivant. Et bien là, dans le cas, en fait, de la chauve-souris, c'est justement dû au fait qu'elle est capable de ralentir sa poussée de vieillissement, puis elle est capable d'augmenter ses capacités de maintenance et de réparation. Elle fait les deux en même temps. Et tout ceci étant dit, fait le parallèle chez l'humain, c'est évident, en fait, qu'il y a une grande partie des bénéfices du jeûne, hein, puis de l'alimentation restreinte en glucides, réduite en glucides, que les bénéfices vont venir justement du fait de produire moins d'insuline, puis que le foie va produire en réponse moins d'IGF-1. Le foie produit de l'IGF-1 en réponse à la montée de l'insuline. Et on sait, en fait, que la production d'IGF-1 va baisser chez les gens qui baissent la production d'insuline jusqu'à de quelque chose comme 75 à 80 %. C'est énorme. Puis on se rend compte même, en fait, José, c'est intéressant, qu'il y a spécifiquement une mutation qu'on est capable d'identifier chez les gens centenaires qui est surreprésentée. Quand on trouve des mutations, finalement, chez l'humain, qui sont surreprésentées d'un groupe de la population, souvent, il y a une cause, il y a une raison en tant que telle. Mais là, chez les centenaires, c'est parce que ça améliorerait les chances de vivre centenaire, tout simplement, d'augmenter la longévité, la baisse de la production d'IGF-1. Donc, c'est un lien direct, en fait, avec la question du jeûne, des bénéfices et de l'alimentation réduite en glucides.
C'est vraiment fascinant. Sérieusement, là, j'aime ça beaucoup. Puis d'ailleurs, pour ceux qui vont vouloir avoir plus d'infos, je vais juste le mentionner rapidement, tu es en écriture de ton 5e livre. Donc, Oui, on va pouvoir approfondir nos connaissances prochainement avec ton livre. Mais il y a aussi une retraite que tu vas participer accompagné de Jean-Yves Dionne au Spaceman. Puis ça va être là-dessus, sur la longévité aussi. oui, oui, écoute, la retraite au Spoilsman, ça fait longtemps que moi et Jean-Yves, on en parle. On voulait en fait regrouper des gens. Là, c'est du 4 au 6, excusez, du 6 au 10 août Oui. prochain, en fait, au Spoilsman. On va être sur place, moi puis Jean-Yves, avec les gens pendant la semaine, en fait, pour toutes les conférences, puis expliquer des différentes facettes sur ce que je viens de dire là. Mais on va couvrir à la fois toute la biologie du vieillissement, comme un matin c'est beaucoup de la biologie, de ce qu'on parle, mais aussi toutes les habitudes des gens centenaires, pour expliquer qu'est-ce qu'on a appris du côté de la science. Puis on va même aller un petit peu plus loin. Parce que, tu sais, José, ce qu'on connaît des gens centenaires, c'est de l'observation. On a observé des gens qui, par hasard, ont été capables de vivre très longtemps. Aujourd'hui, si on regarde de près ce qu'ils font, puis qu'on ajoute à ça nos connaissances scientifiques, on est très certainement capable d'optimiser même les habitudes de vie des centenaires pour augmenter encore plus les chances de vivre en santé le plus longtemps possible. C'est ça qu'on va faire, en fait, durant la retraite au Spoilsman. Ça va être vraiment excellent. Puis j'ai mis le lien d'ailleurs, là, si les gens veulent cliquer pour avoir plus d'informations, s'inscrire même, le lien est sous notre vidéo. Éric, merci beaucoup. Ça fait un plaisir encore une fois. Et merci tout le monde, à ceux qui étaient en direct, je vous vois. Et à ceux qui vont regarder en rediffusion, n'hésitez pas à nous dire un petit coucou, un petit bonjour et de partager cette vidéo si vous appréciez le tout. Alors, à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye Éric. Bonne journée tout le monde.